Bon alors pour les aficionados des tasses, aujourd'hui vu qu'il est 16 h, c'est l'heure du thé, c'est une carte du maraudeur, une tasse carte du maraudeur, offerte encore une fois par ma sœur, comme la mandragore. Et je bois un thé, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire 3 clampins, un thé noir à la rose, aux amandes et à la cardamome. En fait je cherchais un thé noir à la rose et j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé que ça et on sent beaucoup plus l'amande que la cardamome, mais bon. Donc si vous avez des thés à la rose qui sont bons, je suis preneur, noir ou vert ou blanc ou rouge, je ne suis pas raciste, j'aime tous les thés, mais j'ai du mal à en trouver juste un thé noir à la rose ou un thé vert à la rose, donc bref. Bah ça c'était sûr. Ah en plus il est amer parce que je l'ai fait trop infuser, quel enfer. Désolé, je mange aussi. C'est une tartine pâte à tartiner goût choco-noisette. Mais ce n'est pas la marque qui tue les orang-outans. C'est une marque sans huile de palme, messieurs, dames. Et si je ne vous dis pas la marque, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai oublié c'était quoi. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lectu. Comme d'habitude, j'ai 4 livres lus, 4 livres à vous présenter, je fais un point lecture. Et donc sur les 4 lectures, à part la première que je vais vous présenter qui était plutôt bof, les 3 autres c'était 3 très bonnes lectures, dont une pour laquelle j'ai eu un petit coup de cœur. Donc la première lecture que j'ai fait, c'est Une époque formidable de Kylie Reid, publié au Cherche-Midi, il me semble, c'est ça. C'est un premier roman écrit par une jeune afro-américaine, si je le dis, c'est que ça a une importance. Jeune, elle est née en 87, je vous laisse calculer, elle doit avoir, donc elle a l'âge de mon frère, 32, 33 ans, quelque chose comme ça. Donc ça a été publié il y a 2 ans aux États-Unis sous le titre Such a Fun Age et c'est sorti le mois dernier chez Cherche Midi en France. Donc dans cette histoire, on va suivre Emira, oh purée, je m'en rappelle, ouais, qui est une jeune afro-américaine d'une vingtaine d'années, non un peu plus, 25 ans je crois. Elle a été diplômée d'une école de dactylographie. Mais en fait, elle a fait ce métier-là parce qu'elle savait pas trop vers quoi se tourner, enfin ces études-là. Elle est un peu paumée dans la vie, elle trouve pas de boulot à temps plein, elle vit encore dans une chambre d'étudiante avec une coloc. Ses amis commencent plus ou moins à réussir leur vie, ils commencent à décrocher des boulots et elle est un peu le vilain petit canard qui a juste un temps partiel au Parti écologique de Philadelphie. Vraiment pas la vie de palace quoi. Ses parents, ils ont un peu lâché la rampe, ils la laissent faire un peu ce qu'elle veut parce qu'en plus ils habitent assez loin. Du coup, elle se retrouve un peu toute seule dans cette grande ville de Philadelphie avec ses amis et à errer un peu, quoi. Et un jour, elle est embauchée par une famille qui vient d'arriver de New York. La famille un peu proprette, blanche, hein. Le père est présentateur du journal télé local de Philadelphie. La mère est influenceuse. En fait, elle a une espèce de boîte. J'ai pas trop compris d'ailleurs, sur 400 pages, ils essayent de nous l'expliquer. Ils la présentent comme influenceuse, mais c'est un peu spécial. En fait, elle écrit des lettres et... Elle écrit des modèles de lettres de motivation, des modèles de lettres de rupture, des trucs comme ça. Et c'est un peu son business, c'est d'écrire des lettres et de publier ses extraits de lettres sur les réseaux sociaux. Et elle doit écrire un bouquin avec une compilation de ses meilleures lettres, etc. Donc il y a cette famille et ils ont 2 enfants, Camille et Blair, je crois. Et donc la mère qui doit écrire son bouquin, le père qui vient d'avoir cette promotion au journal local de Philadelphie et c'est pour ça qu'ils ont déménagé de New York. Ils cherchent une nounou et Emira se présente comme ça un peu... à l'arrache parce qu'elle avait qu'un job à temps partiel et elle se fait embaucher par cette famille en tant que nourrice à temps partiel également, donc au final elle s'y retrouve plus ou moins dans ses heures, quoi. Elle s'attache très vite à la première, la plus grande, tout se passe bien, elle est appréciée dans la famille est contente d'avoir embauché une afro-américaine dans le sens où ils se prennent un peu pour les sauveurs de l'Amérique en disant cette pauvre fille qui a pas de boulot, nous on l'embauche, on est très ouvert, on n'a aucun problème d'embaucher une fille afro-américaine. Enfin voilà, ils ont un petit sentiment de fierté d'avoir embauché Emira comme nourrice. Et Emira, elle, en fait, elle n'a rien à faire de tout ça. Elle est vraiment là pour garder les enfants et gagner un peu d'argent. Et un soir pas fait comme un autre, en fait, le père a fait, je crois, un commentaire un peu raciste au JT. Et il y a des gens qui se rebellent et qui balancent des œufs ou des pierres par la fenêtre de leur maison. Emira, elle est en soirée avec ses amis. Ils appellent Emira à 22 h pour garder la petite, enfin pour la sortir de la maison parce qu'il s'est passé quelque chose, etc. Donc ils appellent la nourrice vient chercher la petite. Et vu qu'il est 22 h, il n'y a pas grand chose à faire, elle peut pas l'emmener dans son quartier, enfin chez elle dans son quartier, etc. Donc il y a un petit supermarché juste à côté de là où sa famille habite, donc ils vont faire un tour dans le supermarché. Donc Emira, vu qu'il était 22 h, elle est en soirée avec des copines, elle est habillée en robe
en robe de soirée, quoi, en robe de sortie, avec des talons, un petit sac à main, enfin une tenue de son âge, quoi. Il y a le vigile du supermarché qui trouve ça louche que cette jeune afro-américaine habillée comme ça, en mode dévergondé, hein, je mets des guillemets, c'est pas moi qui le dis, ça doit être écrit un truc dans le genre dans le bouquin, avec une petite fille de 3 ans dans un supermarché. Et du coup, ils retiennent Emira et la petite, et ils veulent appeler la police, et ils veulent pas la laisser partir parce qu'ils se disent que elle l'a forcément kidnappée, il y a quelque chose de louche derrière cette histoire, et après les passants du supermarché qui s'agglutinent un peu autour d'eux, il y a quelqu'un qui filme la scène, et ça commence un peu à vite dégénérer. Finalement, le père de la petite fille arrive à la rescousse, il dit non, mais c'est bien ça, c'est notre nourrice, voilà. Et donc du coup, après, tout s'enchaîne un peu, ça c'est vraiment le premier chapitre ou le deuxième chapitre, je crois, cet engrenage de racisme, Black Lives Matter, etc. Donc le thème était super bien, vraiment le premier chapitre, je vous dis, avec cette scène décrite dans le supermarché, ça a glacé le sang, vraiment, ça doit faire une 50aine de pages, j'étais mais révolté, genre c'est vraiment le genre de scène qu'on s'imagine avec tout ce qui se passe aux États-Unis autour de ce mouvement de Black Lives Matter et de racisme et de ségrégation qui existe encore dans certaines villes et certains endroits apparemment. Et au final, c'est vite retombé parce que à part ce chapitre, j'ai trouvé le reste très plat et très brouillon. C'est un premier roman, comme je l'ai dit. Je pense qu'elle a eu envie, l'autrice, de vouloir mettre tous les thèmes qui lui étaient chers, donc surtout cette question de ségrégation, de racisme. En même temps, elle a voulu créer une petite histoire d'amour entre la jeune afro-américaine qui rencontre un blanc un peu stylé, etc. Donc du coup, c'était cette mixité raciale, mais c'est tombé vite dans le cliché, dans le pathos. Beaucoup de sujets ont été amenés tout au long du roman. À chaque chapitre, on nous parlait d'un truc, on essayait de nous faire réfléchir sur quelque chose, et ça s'enchaînait tellement qu'on n'avait pas le temps de réfléchir, justement, alors que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'aime bien me poser des questions. Tu vois, en lisant le roman, des fois, je me disais, purée, mais là, elle est en train de dénoncer tel comportement, et c'est quelque chose qui m'est peut-être déjà arrivé de faire, inconsciemment ou même sciemment. Et est-ce que je suis raciste ou... Enfin, vous voyez, il y a plein de débats qui amènent à se poser des questions et à faire un peu une introspection sur comment nous, on aurait réagi, qu'est-ce qu'on aurait fait. Il aurait fallu un peu d'espace, un peu d'air pour pouvoir respirer entre chaque gros débat. Et c'est ce qui m'a manqué. Et du coup, mais après, c'est pour ça se lit super bien parce que je l'ai lu assez vite. Et on est dans cette frénésie de tourner les pages, d'absorber les scènes parce qu'il se passe pas mal de choses à chaque fois. Et puis au final, la fin m'a pas non plus convaincu. C'est pour ça que j'en sors assez moyennement content parce que, à part la première scène qui était vraiment très très forte, le reste c'est un peu tombé à plat et ça s'est perdu quoi en cours de route. On dirait que, enfin, j'ai l'impression qu'elle a pas réussi à maîtriser ce qu'elle voulait. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais parce que je trouve que pour un premier roman c'est prometteur. Après, il faisait 400 pages, ouais. Peut-être qu'avec 200 pages de plus, ça aurait été plus simple. Mais c'est un reproche que je vais faire dans un autre livre aussi. En ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des périodes où je lis des très courts romans et des périodes où il me faut au minimum 500-600 pages pour être dedans. Et là, c'était le cas avec celui-là. En fait, ouais, c'était trop court. Et là, j'ai beaucoup trop parlé sur ce roman alors qu'en plus, je l'ai pas forcément aimé. Donc, on va passer au suivant. Vous l'avez donc peut-être vu sur mon Instagram. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est Les Pondeuses de l'Iowa de Deb Colleen Unfers, publié chez Grasset. Et c'est sorti en mars 2021 aussi, donc le mois dernier. On l'a pas vu beaucoup passer. Moi, personnellement, j'avais vu aucune chronique ni rien. Et c'est en allant chez ma libraire, je ne sais plus à quelle occasion, mais je ne les compte plus dans tous les cas, que en fait j'ai vu ce titre-là. Je vous dis, il est sorti en mars et j'y vais 1 à 2 fois par semaine en librairie. Et je suis passé devant plusieurs fois en me disant, oh, cette poule elle est marrante. J'ai lu la 4e, puis à chaque fois je le reposais. Puis la dernière fois, une fois pas fait comme un autre, je dis bon allez, c'est bon, j'arrête de le reposer, je le prends. Petite gorgée, j'ai le gosier asséché. Et en fait, j'ai bien fait de le prendre parce que c'était génial. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'était un petit coup de cœur, je pense. Il m'a manqué pas grand chose pour que ça devienne un coup de cœur. Je saurais pas dire quoi par contre, me demandez pas. Hein. Oh, tu me demandes pas, je sais pas. Qu'est-ce qui fait un coup de cœur? J'en sais rien. Parfois, je tombe amoureux de trucs dont je n'aurais jamais pensé. Et des fois, des bouquins qui me parlent à fond, bah, ça le fait pas. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous engueule comme ça. Donc, on va suivre Janie qui habite avec sa mère à New York. Désolé, je rigole parce que ça fait 20 fois que je recommence la phrase. Donc on va... Donc... En plus, la phrase est nulle, il n'y a rien de drôle, c'est juste le début du roman, j'arrive pas à la dire. Donc on va suivre Janie qui habite à New York avec sa mère et le jour de ses 15 ans, sa mère a la merveilleuse idée de lui dire qu'en fait son père n'est pas mort comme elle lui avait dit depuis sa naissance, mais il existe, il sait qu'elle existe aussi, il habite dans l'Iowa. Et il habite à telle adresse, et si elle veut le rencontrer, elle peut y aller. Et alors Jenny est en rogne totale contre sa mère, ce qu'on peut comprendre, sauf que c'est là vraiment le tout début, c'est là je me suis dit, bon, là c'est un peu invraisemblable, mais après ça va beaucoup mieux.
Donc elle quitte sa mère, elle prend un bus, elle se barre, elle traverse les États-Unis, elle arrive en Iowa et elle débarque chez son père. Genre, je suis même pas sûr qu'elle l'ait prévenu ou elle est arrivée un jour plus tôt que ce qu'elle lui avait dit, quelque chose comme ça. Et genre, elle arrive chez son père, elle lui dit « Ah salut, c'est moi, je suis ta fille. » Et son père lui dit « Ah bah vas-y, là c'est ma maison, là il y a une chambre, tu peux dormir dedans si tu veux. » Enfin vraiment, le truc un peu incongru. Et là je me suis dit « Oh là, ça va être très moyen cette histoire. » Et au final, à part cette scène-là, qui j'ai pas trop compris pourquoi c'était fait aussi vite, aussi rapidement, parce que vraiment ça dure pas longtemps en plus dans le roman. Le reste était très bon. Donc elle arrive chez son père, et en arrivant chez son père, la désillusion, elle habite depuis 15 ans à New York avec sa mère, ils ont leur petite vie à elles deux, elles rigolent, elles vont au théâtre, elle est dans des concours d'oration, non pas d'oration, comment on dit? Des concours oratoires, enfin elle parle quoi à voix haute. Vaut mieux pas que j'en fasse des concours d'oration, parce que vu ce que je vous raconte comme Brel sur YouTube, je suis pas prêt de gagner quelque chose. Bref, donc elle parle, elle fait des concours d'échecs, elle est engagée dans plein de trucs de la vie culturelle. Et elle se retrouve dans ce bled paumé au plein milieu de l'Iowa. Et par un coup du sort que je ne vous explique pas, en gros, elle va se retrouver à devoir vivre avec son père pendant plusieurs années et rester bloquée dans l'Iowa. Donc vraiment, c'est la désillusion, elle va au lycée, il n'y a que des ploucs, que des rednecks, elle appartient pas à ce monde-là, elle comprend pas, elle n'a jamais grandi ici. Et son père lui dit « Bon, bah, je vais te présenter quelqu'un, c'est une personne qui connaissait ta mère quand elle habitait dans l'Iowa avec moi, peut-être que vous allez avoir des points communs, et voilà. » Donc elle rencontre Cleveland, je croyais que c'était une ville, mais apparemment c'est aussi un prénom. Cleveland, qui est inspectrice sanitaire dans les poulaillers de l'Iowa, donc c'est ces immenses usines à poules où il y a des poules pondeuses. Et elle lui propose un job d'assistante. Donc elle passe comme ça plusieurs mois à travailler l'une avec l'autre, elle commence à se découvrir, Janie s'ouvre un peu parce qu'elle elle revoit un peu sa mère à travers Cleveland, sa mère qui est restée à New York, donc elle transpose la figure maternelle sur elle, bref. Et un jour, Cleveland rentre chez elle après le boulot et elle voit une poule sur la route et elle dit « Purée, une poule qui a réussi à s'échapper du poulailler, je vais pas la ramener, je vais la prendre, je vais la déposer, il y a une asso pas très loin qui s'occupe des animaux un peu perdus, je vais la déposer à l'asso. » Le lendemain, elle arrive au travail, puis elle dit « Au lieu de prendre les poules qui s'échappent, je peux peut-être en voler une à chaque fois que j'y vais. » Donc elle vole une poule, puis le lendemain une autre. Et tous les soirs, après elle embarque Janie dans cet engrenage, elle vole une poule, elle continue d'en voler, et elle les amène à l'asso. Et un jour, elles arrivent devant l'association est fermée, interdit de donner des animaux, tout le monde a plié bagages, il n'y a plus rien. Donc elle cherche qui tenait cette association, et donc elle trouve Dill, qui habite pas très loin, qui était un des membres de cette association. Et du coup, à chaque fois qu'elle vole une poule, au lieu de les mettre dans le jardin de l'association, elle va les mettre dans le jardin de ce bon monsieur qui travaille plus, qui est à la retraite, qui n'est plus même engagé dans l'association. Et lui, il voit ces deux femmes avec leur uniforme d'inspectrice qui tous les soirs viennent déposer une poule dans son jardin, mais il dit rien. Et un jour, il en a ras-le-bol et son compagnon, parce qu'il habite avec un mec qui est banquier complètement éloigné de toute cette histoire, son mec en a ras-le-bol et il lui dit « Bon bah tu dis aux deux folles qui viennent tous les soirs déposer une poule qu'il faut qu'elles arrêtent. » Et donc là, ils commencent à se rencontrer, les deux inspectrices avec Dill, et elles vont comprendre qu'il était membre d'un groupe un peu genre Greenpeace, donc d'éco-terroristes, qui faisaient des infiltrations dans ces poulaillers étant plus jeunes. Ils filmaient, c'est grâce à eux qu'il y a eu des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Et donc ils font le projet de faire évader 1 million de poules, de vider totalement 10 hangars remplis de poules, donc 100 000 poules dans chaque hangar. Et là c'est toute une aventure qui se met en route, tout le monde s'appelle, les vieux loupards d'il y a 30 ans qui faisaient leurs petites enquêtes, leurs petits castes de poulailler se retrouvent tous, enfin bref. Et donc là c'était vraiment une joyeuse aventure, etc. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'attache très vite aux personnages, chacun est un peu drôle, mais en même temps avec un passé, donc on découvre le passé de chacun rapidement, parce que le roman, pareil, fait que 400 pages, si mes souvenirs sont bons, voilà. Donc on les découvre rapidement, mais là, ça m'a pas manqué, parce que c'est pas juste un roman humoristique, parce que ça dénonce vraiment la surconsommation. L'autrice est journaliste, je pense qu'elle avait elle-même fait des reportages, des trucs comme ça, donc elle connaît son sujet, donc c'est très intelligent, mais en même temps drôle, attachant, émouvant. Vraiment, j'ai passé un excellent moment parce que j'ai pas vu les pages passer. Genre, à un moment, on se met dans la tête d'une poule et jamais je me serais dit que j'avais envie de lire un bouquin. Ouais, c'est ce que je disais, je sais pas ce qui fait un coup de cœur parce que jamais j'aurais pensé que j'avais envie d'être dans la tête d'une poule. Et là, me retrouver pendant 3 ou 4 pages dans la tête d'une poule, bah ça m'a plu, j'ai kiffé, j'ai bien aimé, genre... Ouais, voilà. Et la poule s'appelait... Voilà, c'était le prénom de la poule dans laquelle on était. J'avais juste envie de faire...
Et le truc, c'est qu'avant, je détestais les poules. J'apprends à aimer les poules de plus en plus. Donc voilà, Les Pondeuses de l'Iowa de Deb Olin-Firth chez Grasset. Si vous avez envie d'une lecture un peu drôle et en même temps qui vous fait penser à un sujet d'actualité sans être trop lourd ni moralisateur, parce que bien sûr, elle dit que ses conditions de vie pour les poules sont immorales, mais elle ne cautionne pas forcément non plus toutes les actions éco-terroristes. Elle est très nuancée dans son propos et c'est ça que j'ai bien aimé parce que j'aime pas trop les romans qui sont trop à charge ou trop d'un point de vue et qui omettent l'autre et qui le dénigrent totalement. Là, elle est vraiment un peu entre les deux, même si on voit plus ou moins vers quel côté son cœur balance. Elle reste nuancée et assez juste dans ses propos, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fini ce matin Peter Pan de James Matthew Barrie, Sir James Matthew Barrie, parce qu'il a été anobli par je ne sais qui, la reine ou sa mère ou son père. Oh, mes frères et mes sœurs. Je l'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie, donc là quand je vais poster la vidéo, on est le 1er mai, donc je pourrais fermer ma... et dire, bon bah voilà, c'est mon premier livre du mois de la fantaisie. En réalité, je l'ai lu hier, on était le 30 avril, mais je venais de finir un bouquin et j'avais envie de lire autre chose rapidement, donc voilà, j'ai lu ça. Vous l'avez vu sûrement dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, il y avait un item jeunesse, lire un roman jeunesse, donc moi j'avais Peter Pan dans ma pile à lire, et je me suis dit bon bah tiens je vais lire ça, jeunesse c'est sûr. Et en fait non, mais c'est pas du tout jeunesse. Alors c'est lu en 5e, donc ça peut être considéré comme jeunesse, mais si j'avais lu ça en 5e, j'en aurais pas capté la moitié je pense. Mais enfin c'est même sûr, parce que... Enfin si j'aurais lu une petite histoire sympa, sans savoir qui était vraiment le méchant, parce que... Voilà, c'est là où je veux en venir. L'histoire de Peter Pan, je vous la raconte pas, vous la connaissez. Mais dans ce roman, Peter Pan est tout bonnement insupportable. Le mec est égoïste, le mec tue des enfants, le mec est narcissique. Il a vraiment les pires défauts de la Terre. Il est complètement têtu, tyrannique. Et donc si je l'avais lu en 5e, parce qu'il y a Crochet, il y a Peter Pan, tu sais même pas vraiment qui est le méchant là-dedans, parce que vu ce que Peter Pan fait, enfin bref. Donc pour moi, c'était pas du tout de la jeunesse, ou en tout cas, on peut considérer ça comme de la jeunesse, mais à relire une fois adulte pour comprendre plus ou moins certaines choses. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, les personnages sont très campés, que ce soit Wendy, que ce soit Peter Pan, que ce soit Crochet, les sirènes, les peaux rouges, les enfants perdus. Chacun a vraiment son rôle et sa place dans le roman, pour exprimer quelque chose, pour dire quelque chose, à mon avis pour critiquer aussi peut-être la société de l'époque, c'est écrit dans les années 1911, pour raconter la vie de l'auteur. L'auteur a perdu son frère quand il était très jeune, un de ses frères. Son frère devait avoir 13 ans, je crois, l'âge de Peter Pan dans le roman, et sa mère ne s'est jamais remis de la mort de son fils. Et donc du coup l'auteur, lui pour essayer de soulager sa mère à laquelle il était très attaché, il mettait les habits de son frère décédé, il se comportait comme son frère décédé, il a vraiment essayé de rester dans cette jeunesse de son frère et de le faire vivre encore quelques années pour sa mère. Donc en lisant ça, tu comprends un peu le syndrome de Peter Pan, de jamais vouloir grandir et rester enfant, et c'est aussi une façon de renoncer à la mort. Si on grandit pas, qu'on reste enfant, on mourra jamais. Et c'est tout ce thème de la mort et du syndrome de Peter Pan qui m'ont beaucoup plu. J'ai vraiment pris un grand plaisir à lire ce texte, alors ça fait 170 pages, ça se lit super vite, quoique pas aussi vite que ce que je pensais, parce que c'est quand même assez lourd. Comme je vous dis, le texte a 110 ans maintenant, la plume est un peu lourde par moment, et en fait on sent qu'il a voulu dire des choses sans les dire, donc du coup il faisait des périphrases un peu immenses, il changeait des mots, et ouais, c'était un peu lourd parfois, donc ça se lit pas si rapidement que ça, mais c'est quand même très très bon. Et avec des yeux d'enfant, bah, tu voyages facilement au pays imaginaire, dans la grotte souterraine des enfants perdus, au rocher des abandonnés. Enfin, ce qui est dommage, c'est que moi j'ai les images du Walt Disney en tête, alors du coup l'imagination est quand même un peu bridée, et c'est pour ça que j'aime pas voir un film avant de lire le livre, parce que j'ai envie de me faire mes propres images. Et là, même s'il y en a eu d'autres adaptations, il y a le film Peter Pan qui est plus récent, je crois des années 2000, que j'ai vu aussi, que je voudrais revoir, parce que celui-là je m'en rappelle moins par contre. Le film Hook aussi, comme dit dans la vidéo pile à lire, enfin bref. Ça m'a un peu bridé mon imaginaire, mais on peut essayer quand même de se faire d'autres images en le lisant. Donc c'était une très bonne lecture, et je recommande de lire Peter Pan pour voir ce Peter Pan un peu tyrannique, bien loin de ce qu'il est dans le film Disney. Quoique dans le film Disney, de ce que je me rappelle, il n'est pas non plus super tendre, il est un peu imbu de lui-même, et là c'est tiré à l'extrême dans ce roman. Vous voyez la tasse quand on boit, elle redevient noire après. Je suis désolé parce que je sais absolument pas régler les lumières, etc. vu que je filme en lumière naturelle. J'ai tout le temps l'air super blanc d'un côté du visage, vu que la fenêtre est là. Enfin là, et là-bas. Là, là-bas. Je suis mime. C'est vraiment n'importe quoi. Et ensuite, je vous en parle en dernier parce que j'ai envie de dire le meilleur pour la fin.
J'ai lu... Ah là, je l'ai mis la main du bon côté pour la première fois, du premier coup. Donc je vais vous mettre la couverture de ce côté-ci. J'ai lu donc Au placard le cœur de Maëlle Bouteloup aux éditions Cœur de Lune. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition Cœur de Lune, je l'ai découverte grâce à Maëlle. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature homosexuelle. J'ai pas lu tous les résumés de tous les livres, il n'y a pas non plus énormément de parutions, mais j'ai l'impression que c'est majoritairement de la romance quand même, mais je me trompe peut-être, donc je vous incite à aller voir, consulter le site de la maison d'édition si la littérature homosexuelle vous intéresse. Donc Maëlle Bouteloup, vous le connaissez peut-être plus sous le nom de L'Ange Sauvage, qui est le nom de sa chaîne YouTube, qui tient depuis un bout de temps, et moi je le suis depuis un bout de temps aussi maintenant. Alors je ne saurais pas exactement dire, mais j'avais dû le rencontrer, le voir sur une vidéo de Cédric ou dans un live de Cédric Armen, enfin bref. Donc voilà, je suis Maëlle depuis un bout de temps maintenant. On a des goûts de lecture qui sont parfois rapprochés, parfois très éloignés, mais c'est pour ça que j'aime bien regarder sa chaîne, parce qu'il lit aussi beaucoup de littérature homosexuelle, et c'est quelque chose, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui me touche et qui m'intéresse. Donc évidemment, quand il a annoncé qu'il sortait son roman, je me suis rué sur la précommande de la maison d'édition. Manque de bol, l'imprimeur a eu du retard, donc j'ai pas encore l'exemplaire entre mes mains. Le roman est sorti le 28 avril, je crois, là on est le 1er mai, donc ça faisait 3 jours. J'avais extrêmement envie de le lire, je me suis pris en format numérique et j'aurai l'exemplaire papier quand il arrivera, mais c'est pas un problème. Et donc tout ça pour vous dire que oui, sur Liseuse, il est à 5,99 € je crois, donc c'est vraiment pas très cher, même si je vous invite plutôt à acheter le livre papier si ça vous intéresse. À force que j'en parle, tout le monde va croire que j'en fais de la pub ou quoi que ce soit, que je suis amoureux de Maëlle, mais non, j'aime beaucoup Maëlle, mais je ne suis pas amoureux, et c'est juste que j'aime bien saluer ses initiatives. Il a pris du temps pour écrire ce roman, il écrivait son mémoire en même temps, il était étudiant, enfin bref, et vu que en plus j'ai beaucoup aimé le roman, je ne peux que saluer cette aventure pour lui et vous inciter à le lire si la littérature homosexuelle, le roman d'apprentissage vous intéresse. Parce que là, on va suivre un jeune adolescent de 15 ans qui s'appelle Milio, qui apprend à vivre avec son corps. Il aime pas son corps, il aime pas qui il a du mal à savoir qui il est même selon son orientation sexuelle. Il sent bien qu'il est bien plus attiré par les hommes que par les femmes, mais il a peur de se dire qu'il est homosexuel, il a peur de le dire aux autres. Il a peur de ce que ça va engendrer, donc il s'enferme un peu dans son placard, au placard le cœur. Voilà, il est vraiment un peu dans cette période de l'adolescence qu'on a tous plus ou moins connue, homosexuel ou pas d'ailleurs, où c'est dur de vivre avec soi-même et c'est dur de s'accepter. On le rencontre à cette période de la vie un peu charnière, où t'es un peu tiraillé de tous les côtés, et de fait il va faire quelques rencontres qui vont donc lui confirmer le fait qu'il est homosexuel, et il va essayer de vivre avec ça maintenant, parce qu'il a essayé d'appréhender son corps, maintenant il va essayer d'appréhender son orientation sexuelle. Il fait une rencontre, un homme qui est plus âgé que lui, je crois qu'il a 5 ou 7 ans d'écart, enfin qui est majeur alors que lui il est mineur, et donc avec cet homme il va apprendre à découvrir l'amour, les relations sexuelles, enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment un roman d'apprentissage où c'est des chapitres très courts et tous les 2-3 chapitres, il essaye d'en apprendre un peu plus sur lui pour se construire en tant que homme et en tant que moi en fait, de se rencontrer soi-même, de savoir qui je suis, et donc on suit cette construction de Milio tout au long du roman. La première partie du roman, c'est là que j'étais un peu le moins impliqué parce que il a une vie qui était très différente de la mienne. Disons que son rapport au corps, son rapport à son orientation sexuelle était à l'opposé de presque que la mienne. On n'a pas du tout réagi, le personnage et moi-même, de la même façon. Donc du coup, j'avais un peu plus de mal à m'identifier. Parfois même, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il fait ça? Et je me disais, merde, fais quelque chose. Enfin, j'étais pas non plus énervé, mais on avait des points de vue tellement différents et des façons d'avoir vécu notre homosexualité tellement différents que je me sentais un peu tiraillé. Et en même temps, je me dis, c'est intéressant parce que ça me permet de m'ouvrir à ce que moi je n'ai pas vécu et qui a peut-être été dur pour certaines personnes. Et pour ça, c'est super parce que moi, ça s'est plutôt relativement bien passé étant plus jeune. Et je le savais, j'avais pas besoin de le lire, mais je me rends compte de l'intérieur comment c'est de le vivre différemment. Donc voilà, j'étais un peu moins impliqué, mais quand même très intéressé. Et la deuxième partie m'a plus intéressé parce que, plus impliqué, c'était les premières sorties. Donc on le suit sur 3-4 ans parce qu'il est à la fac à la fin du roman. Donc c'était ses premières sorties en boîte, ses premières sorties au bar, ses premières relations sexuelles avec d'autres hommes que son amour de jeunesse, etc. Donc il y a plein de thèmes, plein de sujets qui arrivent, plein de moments de vie, et ça j'aime beaucoup. Donc j'ai bien aimé. Franchement, pour un premier roman, j'ai trouvé la plume super fluide, ça s'est lu tout seul. Le roman est très court, il fait 250 pages. Pas très court, le roman est court, il fait 250 pages.
Et ça se lit super vite. Moi, j'ai lu sur liseuse, ça m'a mis 2,7 heures, je crois. Donc j'ai lu en moins de 3 heures. C'était très doux. Vraiment, si vous regardez les vidéos de Maël, vous retrouvez tout dans ce roman. C'est vraiment un condensé de lui. Je pense que c'est ce qu'il voulait aussi. Il parle, lui, de romans autofictionnels. Ça se sent. On sent qu'il a été très impliqué. Qu'il y a des parties du roman qui sont forcément en rapport avec sa propre vie, sa propre expérience. Quelle est la part de vérité et de fiction? Bah ça, seul l'auteur le sait, et puis après, c'est pas nos histoires, donc ça se sent, voilà, qu'il a été très impliqué. Ses références littéraires et culturelles, dont il parle souvent d'ailleurs dans ses vidéos, que ce soit Édouard Louis, Hervé Guibert, sur qui il a fait son mémoire. J'avais repéré qui aussi Cyril Collard, l'auteur des Nuits Fauves. Tous ces écrivains qu'il aime beaucoup, dont il a déjà souvent parlé sur sa chaîne, à mon avis, ont eu une influence sur lui, et ça se ressent dans son écriture, parce que par moments on retrouve du Édouard Louis, il en parle même d'Édouard Louis dans le roman. Par moments on retrouve du Hervé Guibert avec ses chapitres très courts. Ça m'a fait penser à L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. C'est des chapitres très courts, 3-4 pages, qui s'enchaînent et qui évoluent dans la vie du personnage à petits pas, un peu à la limite du journal intime. Je pense, je sais plus si c'est écrit à la première personne, mais par moments c'est vraiment du journal intime. Et ça, c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup à Maël, la littérature de l'intime, la littérature donc du journal. Je crois que c'est même son sujet de mémoire, donc il doit savoir très bien de quoi il parle. Enfin bref, c'est vraiment très bien écrit, c'est prometteur pour la suite. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de lire ses autres romans. Moi, les seuls 2 points qui m'ont gêné, c'est la fin. C'est une fin ouverte, j'aime pas ça du tout. C'est pas forcément de sa faute, enfin si, c'est de sa faute, c'est lui qui a voulu écrire ça, mais ça peut plaire à d'autres, c'est pas à moi. Donc voilà, j'aime pas trop les fins ouvertes, et elle arrive un peu vite à mon goût, et le roman est trop court. Comme je vous l'ai dit, là j'avais peut-être envie de romans un peu plus longs. Et même parce que là, on suit quand même le personnage sur 4 ans, il me semble, enfin de ses 15 ans jusqu'à la fac. Et des fois, ça va un peu vite, ça s'enchaîne. Et c'est pour ça me manquait un peu de densité et de complétude dans les personnages. Ça existe le mot complétude? Je sais pas, mais voilà. Je sais pas trop comment dire, je sais pas. Parfois, voilà, ça allait un peu trop vite pour moi. Pour en avoir parlé avec Maël, c'est qu'il avait peur il m'a dit qu'il avait peur d'écrire un gros roman et peut-être de se perdre dedans, que lui aussi, à la relecture, il a été un peu frustré par quelques scènes, par quelques passages qui ont été trop courts. Après, c'est un premier roman, peut-être que les maisons d'édition sont aussi un peu, je sais plus vraiment ce qu'il m'a dit, mais peut-être qu'une maison d'édition préfère publier un premier roman un peu plus court, et peut-être plus long sur le prochain. Enfin bref, moi c'était un peu court pour moi. Après, du coup, c'est plus accessible. Je vous dis, c'est un roman qui parle beaucoup de la construction de soi et de l'adolescence, donc on peut le lire Maël dit dès 15 ans, peut-être même, ouais, s'il y a quand même quelques scènes un peu plus sexuelles, donc ouais, dès 15 ans, vraiment, on peut l'offrir à des enfants de 15 ans, des ados de 15 ans, et ça peut leur faire du bien, je pense. C'était une très bonne lecture. J'ai 2-3 trucs qui m'ont gêné, j'en ai parlé avec Maël, mais c'est pas pour autant que ma lecture a été désastreuse, loin de là. Pour un premier roman, j'ai trouvé ça vraiment très honorable, très beau, très doux, très sensuel. Sur ce, moi, je suis en pyjama et regardez, je suis... Voilà, j'avais pas roté de la vidéo. J'ai mis mes chaussettes Harry Potter. Bon, c'est des Gryffondor. Normalement, je suis cerf d'aigle, mais j'ai perdu les chaussettes cerf d'aigle. Elles sont passées quelque part dans la machine, donc il me reste plus que les Gryffondor et les Poufsouffles, ma foi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également de bonnes découvertes, de bonnes lectures. C'est dans l'autre sens que je dis, de bonnes lectures, de bonnes découvertes. Je sais plus. De bonnes lectures, de bonnes découvertes et d'être heureux. Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit qu'il fallait que je chante dans mes vidéos. Donc je vais essayer de trouver une chanson rapidos là avant de couper l'enregistrement. Qu'est-ce que je pourrais chanter? Je voudrais bien, mais je peux point, C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne nu. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille. Comme oui, entre la cure et les piqûres, les grenouilles de paix. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, est un bon diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais que des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à trou-trou. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Je pourrais vous chanter La Bonne du curé ou tout le répertoire d'Annie Cordy. Quand je dis tout, c'est vraiment tout le répertoire d'Annie Cordy. Même ses opérettes des années 40 avec Luis Mariano, je les connais. Je vous laisse et à bientôt.